Bonjour et bienvenue dans la suite de la philosophie bouddhiste. On va essayer de faire un petit bilan par rapport à différentes comparaisons des phénomènes, parce que c'est un outil conceptuel extrêmement utile pour développer le discernement, le sens critique, la sagesse. Et donc c'est extrêmement utile parce qu'il y a énormément de phénomènes qui échappent à nos consciences sensorielles. Et donc on a besoin de la déduction, de l'inférence pour y avoir accès, pour un jour être en mesure de dépasser l'inférence et d'accéder à une perception directe, mais une perception directe qui surpasse bien sûr ce qu'on a l'habitude d'avoir comme perception jusqu'à maintenant. Et donc cette déduction, ce raisonnement est utilisé dans toutes les traditions indo-tibétaines. Par exemple, ici, vous avez des moniales de la tradition Nyingma du bouddhisme tibétain. Dans le sud de l'Inde, à Namjoling, un splendide monastère. Vous avez aussi la tradition Sakya, avec les moniales ici qui débattent, avec toujours la personne debout qui est le Riglampa, qui est la personne qui mène la danse, et la personne assise par terre, c'est le Damchawa, la personne qui essaie de maintenir sa thèse contre les objections, etc. Vous avez les moines de la tradition Kagu du bouddhisme tibétain, là, qui se préparent au Kagu Yunche. D'ailleurs, c'est en ce moment, c'est fin décembre, le Kagu Yunche, et donc à l'occasion, Sasante Gyawa Karmapa va donner des enseignements. Et puis, dans la tradition Gelug du bouddhisme tibétain aussi, bien sûr, l'art didactique du débat est utilisé. Dans la tradition Bön aussi, la cinquième école tibétaine, qui à l'origine n'était pas bouddhiste, c'était plutôt de la tradition chamaniste, mais au fil du temps, elle a eu des liens très proches avec le bouddhisme. Et donc on retrouve ces moines Bönpo qui débattent, qui sont très forts en débat, paraît-il. On les reconnaît à leur gilet bleu. Et puis, grâce à sa sainteté, le Dalai Lama, il y a de plus en plus de laïcs aussi qui débattent dans les écoles, par exemple. Donc c'est très utile, encore une fois, pour développer l'esprit critique, le discernement. Très bien, donc on va revenir sur cette présentation générale de la philosophie bouddhiste par rapport à la cartographie des existants, des non-existants, etc., avec quelque chose d'un petit peu plus visuel. Donc on va revenir sur cette catégorie générale du non-soi, c'est la plus vaste en fait. Donc c'est un type de non-soi personnel pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, l'absence d'existence autosuffisante et substantielle de la personne, bien sûr on y reviendra. Et donc tout ce qui existe ou non est nécessairement dénué d'un soi de la personne autosuffisant et substantiel. Vous avez les non-existants par exemple. Les non-existants, puisqu'ils n'existent pas, ils n'existent pas en soi. Et puis les existants, c'est tout ce qui est observé par une cognition valide. Vous avez une distinction des existants permanents et impermanents. Bien sûr, on peut faire d'autres distinctions, par exemple les connaissables qu'il est possible d'être et les connaissables qu'il est impossible d'être. Vous avez aussi une division entre un et multiple, ou un et différent. Vous avez différentes distinctions comme ça, et aussi permanent et impermanent. Et au sein des impermanents, vous avez aussi des distinctions. Vous avez ce qui est la forme, tout ce qui est matériel. Vous avez la conscience, ce qui est clair et cognitif, les consciences principales, les facteurs mentaux, les consciences sensorielles, les consciences mentales. Au sein de la conscience mentale, les consciences directes et conceptuelles, etc. Donc il y a différents types de conscience là aussi, mais c'est plutôt étudié en psychologie bouddhiste dans l'autre playlist. Et puis les facteurs composés non associés, qui sont des produits qui ne sont ni forme, ni conscience. Donc, par exemple, le temps, la personne, etc. Donc là, c'est la présentation la plus globale. Ensuite, bien sûr, il y a des subdivisions. Mais pour l'instant, on va essayer de revenir à ces comparaisons logiques avec l'équivalence, par exemple. Si c'est A, c'est nécessairement B, et si c'est B, c'est nécessairement A. Donc là, c'est assez facile. Par exemple, cette fleur que je vois et cette fleur bleue que je vois sont équivalentes. Cette fleur que vous voyez et ce lotus que vous voyez sont équivalents aussi. Ça veut dire que ça renvoie au même objet. Donc c'est ce qu'on dit d'ailleurs en tibétain, on dit dunchik, ça veut dire le même sens ou le même objet. Très bien, donc l'équivalence, c'est assez simple. Ensuite, la contradiction, la définition de contradiction, c'est il faut que ce soit différent et il n'y a aucune base commune entre ces deux.
Et donc, quand on dit différent, la définition de différent, c'est des phénomènes qui sont divers. Et donc, il faut que ça existe pour pouvoir être différent, et donc pour que ce soit contradictoire. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire, contradiction? Ça veut dire, si c'est A, c'est nécessairement pas B, et si c'est B, c'est nécessairement pas A. Par exemple, c'est deux fleurs. Si c'est cette fleur à gauche, c'est nécessairement pas cette fleur à droite, et si c'est cette fleur à droite, c'est nécessairement pas cette fleur à gauche. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune base commune entre ces deux fleurs. Il n'y a rien dans l'univers qui puisse être ces deux fleurs en même temps. Et puis, vous avez trois possibilités. Donc ici, la façon dont c'est montré, c'est assez simple grâce à ces cercles. Si c'est A, c'est nécessairement B, mais si c'est B, c'est pas nécessairement A. Et il y a quelque chose qui n'est ni A ni B. Donc c'est ça, trois possibilités. Donc si vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, on voyait la distinction entre même entité substantielle, etc. Donc ici, une fleur et produit sont une même entité substantielle. Donc jusque-là, ça va. Et en plus, fleur et produit, il y a trois possibilités entre ces deux-là. Ça veut dire que si c'est une fleur, c'est nécessairement un produit. Mais si c'est un produit, ce n'est pas nécessairement une fleur. Par exemple, une tasse. Et il y a quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. Ça veut dire, par exemple, un phénomène permanent ou une corne de lapin, etc. Et pour quatre possibilités, on a une coïncidence entre deux éléments, mais ces deux éléments ne s'incluent pas mutuellement. C'est-à-dire que vous avez A qui est à la fois ce qui est C et ce qui est B, mais vous avez aussi ce qui est B, mais qui n'est pas C. Vous avez ce qui est C, mais qui n'est pas B, et vous avez ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Donc c'est pourquoi il y a ici quatre possibilités. Voilà, très bien. Donc si on reprend maintenant cette présentation, cette cartographie générale de l'univers telle qu'on la présente en philosophie bouddhiste et en particulier du point de vue Sautrantika qui suit le raisonnement, on va essayer de faire des comparaisons. Si par exemple ici au sein des existants, on a permanent et impermanent, euh, quelle est la différence entre ces deux? Normalement, ça doit être contradictoire, puisqu'il n'y a rien qui puisse être à la fois permanent et impermanent. Donc c'est la contradiction qu'il y a entre les deux, c'est une contradiction mutuelle. Ça veut dire que permanent est contradictoire avec impermanent et impermanent est contradictoire avec permanent. Maintenant, si on retrouve à nouveau cette cartographie et qu'on sélectionne impermanent et existant, normalement ça devrait être assez facile. Si c'est impermanent, c'est nécessairement existant, mais si c'est existant, c'est pas nécessairement impermanent. La preuve, on a permanent. Permanent n'est ni impermanent, mais, pardon, permanent n'est pas impermanent, mais est existant. Et vous avez non existant. Non existant n'est ni impermanent, ni existant. Donc c'est la troisième possibilité. Voilà. Donc il y a trois possibilités entre impermanent et existant. Maintenant, si on compare au sein des impermanents, on a trois catégories générales, la forme, la conscience et les facteurs composés non associés. Si on les compare les uns avec les autres, par exemple forme et conscience, ou conscience et facteurs composés non associés, ou forme et composés non associés, on a nécessairement une contradiction. Ça veut dire que rien ne peut être à la fois ces deux. Voilà. Et puis, l'équivalence, si on essaie de trouver l'équivalence là-dedans, ça va être assez difficile parce que chaque élément que vous voyez est soit la généralité de l'un, soit l'instance de l'autre. Donc, ou soit est inclus dans un élément plus vaste, ou soit est un sous-élément, soit lui-même est l'élément qui englobe des subdivisions, etc. Donc, il est très difficile de trouver une équivalence là-dedans. Mais si on choisit l'un des éléments, par exemple, prenez existant, et vous prenez un synonyme d'existant ou un équivalent, connaissable. Connaissable et existant sont équivalents. Connaissable et base établie, ou existant et base établie, objet, etc. Tout ça, c'est équivalent. Vous prenez aussi la définition d'existant, observée par une cognition valide, c'est nécessairement équivalent. Le définiendum et sa définition sont nécessairement équivalents. Si c'est l'un, c'est nécessairement l'autre, et si c'est l'autre, c'est nécessairement l'un. Très bien.
Si on essaie de trouver un autre exemple, on va prendre permanent ici. Permanent a un équivalent, par exemple, phénomène généralement caractérisé, comme on l'a vu dans un épisode de la philosophie bouddhiste. Phénomène généralement caractérisé, c'est nécessairement permanent. Vous avez vérité conventionnelle, toujours pour le Sutrantika. Permanent et vérité conventionnelle sont équivalents et leurs définitions respectives sont aussi équivalentes. Donc, si c'est l'un, c'est l'autre, si c'est l'autre, c'est l'un, etc. Maintenant, si on devait trouver 4 possibilités parmi cette présentation de ces phénomènes, il faudrait en fait trouver des subdivisions différentes, parce qu'ici, on ne peut pas vraiment trouver de 4 possibilités. Par exemple, si vous choisissez forme et impermanent, il y a 3 possibilités. Permanent et existant, il y a 3 possibilités, etc. Donc, c'est très difficile de trouver 4. Il faut trouver d'autres subdivisions. Si par exemple, vous prenez définition et permanent, il y a normalement 4 possibilités. Vous avez normalement quelque chose qui est à la fois une définition et permanent. Vous avez quelque chose qui est une définition mais qui n'est pas permanente. Vous avez quelque chose qui est permanent mais qui n'est pas une définition. Et vous avez quelque chose qui n'est ni permanent ni une définition. Donc, vous pouvez essayer de donner des réponses par rapport à ça dans le chat qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous pouvez essayer de trouver des exemples de ces 4 possibilités si vous le souhaitez. Voilà. Et puis, si on essaie de trouver une contradiction, par exemple, est-ce que parmi tous ces existants ici, vous prenez la généralité elle-même existant et vous avez non existant. Est-ce que les deux sont contradictoires ou pas? Donc ça, c'est une autre question qui mérite de se poser. Et on verra la prochaine fois, on verra la suite. On essaiera de trouver des solutions à tout ça.